Je me présente en 2 mots, Gilles Arban, je suis directeur associé chez Cost System. On intervient aujourd'hui avec Hervé Clément sur le sujet dont on va parler aujourd'hui, qui est celui de la culture client et en particulier des secrets des champions de la culture client. Alors évidemment, derrière ce titre, il y a un peu accrocheur, il y a des éléments scientifiques d'analyse, et je vais vous dire pourquoi, parce que chez Cost System, vous voyez, Cost System, ça veut dire Customer Orientation Score. On est une entreprise qui existe depuis 10 ans et qui travaille sur les sujets de culture client et d'orientation client avec des outils scientifiques. C'est important que je vous le dise parce que notre expertise est nourrie de toute cette histoire de l'analyse de la culture client des entreprises et des collaborateurs, j'y reviendrai. Ce sont 2 sujets complémentaires sur lesquels on va insister. L'idée de cette conférence, c'est surtout d'insister sur qu'est-ce que nos analyses permettent de dire de la culture client des entreprises aujourd'hui. Et donc, quels sont les meilleurs moyens de développer la culture client d'une organisation en s'appuyant sur ce qu'on identifie comme étant des leviers forts de construction de culture client plus dynamique pour les entreprises. Avant de vous parler de culture client, je voudrais juste faire ce préambule qui est extrêmement important pour distinguer un certain nombre de notions, notamment distinguer la culture client de ce qui relève de la satisfaction client et de l'expérience client. Pourquoi j'insiste dans l'introduction sur ce point-là? Parce qu'en fait, on ne parle pas du tout de la même chose. Bien évidemment, la recherche des entreprises, pour certaines d'entre elles en tout cas, c'est de viser une meilleure satisfaction client, parce que cette meilleure satisfaction client va créer de la fidélité client dont on sait qu'elle est rentable pour les entreprises. Bon, ça c'est l'objectif final, c'est de satisfaire les clients pour les fidéliser. Et les entreprises ont mis en place en général un certain nombre de process ou d'outils ou de management d'outils qui vont permettre de travailler les comportements des collaborateurs pour que les collaborateurs eux-mêmes soient en mesure de construire cette expérience client et créer cette satisfaction client. Vous me suivez jusque-là? L'idée, elle est simple, c'est comment on travaille dans l'entreprise pour que les comportements de nos collaborateurs créent de la satisfaction client. Le problème, et je pense que vous l'avez tous vu dans vos entreprises, on peut mettre en place un certain nombre de process qui ne seront pas forcément tous parfaitement suivis ou surtout qui ne seront pas réalisés avec l'intention qu'on y a mis. Et le comportement des collaborateurs peut évoluer en fonction d'un certain nombre d'éléments contextuels, mais aussi et surtout en fonction de ce qu'ils ont dans la tête. Autrement dit, c'est bien la culture client qui va guider les comportements, c'est-à-dire les croyances et les valeurs qui font qu'on est convaincu que nos actions doivent viser la recherche de la satisfaction client. Et si nos collaborateurs sont convaincus que la recherche de la satisfaction des clients est primordiale pour l'entreprise, alors leur comportement sera aligné avec ce qu'ils ont dans la tête. Et normalement, la création de la satisfaction client sera plus évidente, plus normale, plus naturelle. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas cette culture client parmi les collaborateurs, mais c'est vrai aussi parmi les entreprises. Et donc, notre sujet, il est bien de ce côté-là. Il est du côté des croyances et des valeurs de l'entreprise. Et donc, le sujet consiste à dire, pour s'intéresser à la satisfaction des clients, intéressons-nous à ce que pensent nos collaborateurs. Et donc, les croyances et les valeurs que porte l'entreprise. Et donc, on se déplace du client à l'intérieur de l'entreprise. Une fois que je vous ai dit ça, je vous ai dit que dans le fond, la culture client d'une organisation, d'une entreprise est fondamentale pour créer de la satisfaction client. Maintenant, ce que je voulais vous proposer de détailler, c'est une analyse qu'on a menée sur la base de diagnostics. On a réalisé des diagnostics de culture client avec 200 entreprises françaises depuis 10 ans. Vous voyez, qui sont représentés par les petits points qui sont à droite, et Renault Retail Group est le petit point bleu en haut à gauche. Et ces 10 ans d'analyse, de diagnostic de culture client réalisés avec notre outil Cost Company nous permettent de dessiner un portrait assez précis de ce qu'est la culture client aujourd'hui.
Évidemment, quand on interroge 100 000 collaborateurs, ça nous fait un peu de matière pour comprendre ce qu'ils pensent de la culture client, de leur entreprise. Et évidemment, ça me permet de préciser un point de méthode, c'est que l'outil dont je parle, qui est Cost Company, est un outil de diagnostic, mais pas un outil d'audit. Autrement dit, ce n'est pas nous qui évaluons si la culture client de l'entreprise est forte ou faible, mais nous demandons aux collaborateurs de s'exprimer sur ce sujet-là, sur 80 indicateurs validés scientifiquement par la recherche académique. Ce qu'on fait comme photographie de la culture client de l'entreprise, c'est bien la photographie que font les collaborateurs. Autrement dit, pour le dire simplement, est-ce que nos collaborateurs ont le sentiment d'être dans une entreprise dont la recherche principale est de satisfaire les clients, ou est-ce que je suis dans une entreprise en tant que collaborateur qui a bien d'autres préoccupations, bien d'autres priorités, ces priorités pouvant être la rentabilité court terme, pouvant être la satisfaction des collaborateurs, pouvant être la réduction des coûts, pouvant être le commerce, etc. etc. Il y a bien évidemment dans les entreprises plusieurs types de cultures qui se confrontent, qui s'affrontent, qui sont en concurrence. Et la question qu'on se pose à travers ce diagnostic, c'est est-ce que les collaborateurs ont le sentiment d'être dans une entreprise qui recherche véritablement la satisfaction des clients. Et sans trahir de grands secrets de notre benchmark, Decathlon est l'entreprise dans laquelle les collaborateurs ont ce sentiment le plus fort parmi toutes les entreprises avec lesquelles on a travaillé. Donc c'est vraiment leur perception. Mais c'est important parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, cette perception, ça va construire leur culture personnelle et donc leurs attitudes, ce qui va les guider dans leur comportement. Autrement dit, s'ils sont convaincus que l'entreprise cherche vraiment à satisfaire ses clients, ils vont agir en fonction de ce principe-là. S'ils ont compris que l'entreprise a d'autres préoccupations, la rentabilité, l'efficacité, je ne sais quoi, eh bien, ils vont s'aligner sur cette dimension, cette autre priorité. Voilà, c'est important que je fasse ce préambule sur la méthode avant d'en arriver aux résultats. Les résultats étant fondés donc sur l'analyse précise de ces 200 entreprises et de leur culture client. Alors, je termine par un dernier point pour vous dire ce qu'est la culture client du point de vue scientifique tel qu'on le définit. Elle repose sur 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est celui de l'impulsion stratégique. Autrement dit, comment dans l'organisation, la direction de l'entreprise, ses indicateurs de performance, ses stratégies clients, etc., sont identifiés, portés par l'entreprise elle-même et perçus par les collaborateurs. Autrement dit, est-ce que dans l'entreprise, la direction met le sujet de la recherche de la satisfaction client au cœur de ses préoccupations ou pas? Ça, c'est le premier pilier. Il y a un deuxième pilier très important qui est celui de la connexion au client. La connexion au client, c'est tout ce qui relève de la capacité de l'entreprise à récolter, recueillir des informations sur les clients. Alors ça va des réclamations en passant par la satisfaction client, le NPS, les avis Google, tout ce que vous voulez. En fait, globalement, tout ce que peuvent nous dire aussi les commerciaux qui sont face aux clients ou les services de relations clients. Globalement, comment l'entreprise est capable de se nourrir de tous les capteurs et de toutes les informations qu'elle peut identifier côté client. Et surtout, comment elle les récolte, mais comment elle les analyse et comment elle les partage au sein de toute l'entreprise pour s'améliorer, pour améliorer dans une logique d'amélioration continue. Et troisième pilier, l'autonomie et la responsabilisation. Les entreprises les plus orientées clients sont les entreprises qui laissent le plus la main à leurs collaborateurs pour viser la recherche de la satisfaction des clients. Ça, c'est un point extrêmement important aussi, qui construit le troisième pilier. Pardon. Ces 3 piliers relèvent vraiment de l'organisation de l'entreprise. C'est bien la photographie qu'on va faire de la culture de l'entreprise telle qu'elle est perçue par ses collaborateurs. Mais j'ajoute un dernier élément, c'est la culture client, l'orientation client individuelle de chacun des collaborateurs. Il ne faut pas le mettre complètement de côté. Cette dimension, elle est extrêmement importante. Si j'ai dans mes équipes, dans l'équipe de l'entreprise, des collaborateurs qui sont obsédés par la recherche de la satisfaction client au quotidien,
je peux vous dire que la culture client de l'entreprise n'est pas la même du tout que si j'ai moins de chance et que j'ai des équipes qui sont moins orientées clients. Donc, le cocktail est toujours un peu différent. Il n'y a pas une seule entreprise qui se ressemble, évidemment, quand on mélange ces 4 dimensions-là. Et maintenant que je peux enfin en arriver au résultat, le premier message qu'on voulait vous faire passer, quand on analyse cette base de données assez fabuleuse sur les 200 entreprises dont je vous parlais, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a des formes de culture client très différentes selon les entreprises, mais toutes les entreprises peuvent s'orienter client. Ça, c'est un point extrêmement important parce qu'on n'est pas condamné à rester dans une culture d'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui. Si par hasard, elle était peu orientée client et qu'elle était focusée sur la rentabilité court terme, par exemple. Donc ça, c'est le premier point que je voudrais vous illustrer à travers des exemples d'analyse. On retrouve ici les 3 piliers dont je vous ai parlé. Et l'objectif de l'analyse qu'on a faite, c'était de chercher une typologie d'entreprise. Est-ce qu'il y a des entreprises qui se ressemblent? Est-ce qu'il y a des familles d'entreprises en termes de culture client? Et la constatation qu'on fait, la conclusion à laquelle on arrive, c'est qu'il y a surtout 3 familles d'entreprises, des entreprises dans lesquelles le sujet de la préoccupation client est central, il est prioritaire. C'est celles qui sont tout en haut en bleu foncé, qui ont un score global très élevé. On a une deuxième famille d'entreprises qui ont un sujet, un souci du client qui est présent, mais ce souci, cette préoccupation client est fortement challengée par d'autres préoccupations. Je vous disais, la rentabilité court terme, l'efficacité, la réduction des coûts, etc. La sécurité, le juridique, enfin bref, je ne vais pas faire un focus de toutes les formes de culture d'entreprise, mais cette culture client dans ces entreprises-là est challengée par une autre forme de culture. Et puis enfin, on a des entreprises dans lesquelles la culture client n'est pas le sujet du tout. Il y a vraiment des cultures d'entreprises beaucoup plus fortes qui prennent le dessus, et cette culture client est tout à fait étouffée. Alors, ça nous permet donc de faire une typologie qui est finalement assez simple. Il y a les entreprises qui mettent ce sujet-là au cœur de leur stratégie et de leur culture d'entreprise, et puis celles qui ne le font pas. Alors, non pas qu'elles l'aient toutes choisies, pour certaines c'est tout à fait génétique. Je vous prenais l'exemple de Decathlon. Chez Decathlon, cette culture client est dans les gènes, dans l'ADN de l'entreprise. Mais il y a des entreprises dans lesquelles ce n'est pas dans les gènes. Et elles ont fait des efforts pour développer cette culture client-là, et elles y arrivent. Donc c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas non plus de déterminisme. Pourquoi il n'y a pas de déterminisme? Parce que ce graphique-là montre une chose. Vous avez en axe désordonné le niveau d'orientation client perçu de l'entreprise par les collaborateurs. Si on le croise par la taille d'entreprise, en fait ici ce sont le nombre de collaborateurs présents dans l'entreprise. Ça va de 50 à 500 jusqu'à 10 000 et plus. Eh bien, ce qui est troublant, c'est qu'on pourrait se dire, quand même, dans certaines entreprises, plus grosses ou plus petites, la culture client doit être plus forte. Mais ça n'est pas le cas. Vous voyez que la médiane était quasiment au même niveau. Il y a de la dispersion, mais la médiane est à peu près au même niveau dans toutes les catégories de taille d'entreprise. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est une petite entreprise qu'on a plus de chances d'avoir une culture client plus forte. Et inversement. Mais cette analyse est d'autant plus troublante qu'en fait, ces déterminismes-là ne sont pas liés aux données objectives de l'entreprise. Autrement dit, le niveau de culture client d'une entreprise n'est pas lié ni à la taille de l'entreprise, ni surtout à son secteur. Le retail n'a pas plus d'entreprises orientées client que les autres secteurs. Par exemple, ce n'est pas lié au fait d'être en B2B ou en B2C, ce n'est pas lié à l'intensité concurrentielle, ce n'est pas lié au type d'actionnariat, ce n'est pas lié à la stabilité de la direction générale, ce n'est pas lié au nombre d'hommes ou de femmes dans l'entreprise, ce n'est pas lié au taux d'anciens ou de récents dans l'entreprise. Et ça, je vous avoue que c'est une surprise pour nous aussi. Parce qu'on se fait facilement des idées des caricatures d'entreprise.
Et en fait, ce qui sort de cette analyse, c'est que, dans le fond, n'importe quelle entreprise, dans un même secteur, enfin deux entreprises dans un même secteur, peuvent être très orientées client ou pas du tout orientées client. Ce n'est pas lié à leur secteur. C'est important de l'avoir en tête pour se dire qu'en fait, on a la main en tant qu'entreprise pour travailler et manager ce sujet de la culture client. En revanche, il y a des caractéristiques culturelles qui favorisent ou ne favorisent pas l'orientation client. Par exemple, si vous êtes une entreprise qui a dans son ADN une recherche de l'innovation très forte, eh bien, il y a des chances que vous soyez également une entreprise très orientée client. Les entreprises les plus orientées clients sont les entreprises les plus innovantes. Et souvent, les entreprises les plus innovantes sont les entreprises les plus orientées clients. Pas de grande surprise, en fait. Mais c'est confirmé, vous le voyez, à travers ce nuage de points. Donc, ça veut dire que il y a certaines cultures d'entreprise qui sont plus favorables que d'autres au développement de la culture client. Et il y a des cultures d'entreprise qui sont moins favorables que d'autres. Si on est dans une entreprise qui fait de la politique interne son sujet numéro 1, eh bien, j'ai le regret de vous annoncer, de vous informer que ça sera beaucoup plus difficile de développer de la culture client dans ces entreprises-là. Parce que la culture de la recherche de « je dois faire plaisir à mon patron » vient nuire à la recherche de la satisfaction des clients. C'est assez net sur ce graphique. Donc voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas de déterminisme objectif lié à des facteurs exogènes de l'entreprise, mais bien à des dimensions culturelles de l'entreprise. Et puis, dernier élément, plus les entreprises sont orientées clients, plus leurs collaborateurs le sont. Pour plein de raisons. Je vous montre le graphique. On a ici, sur ce mapping, l'orientation client plus ou moins forte et l'orientation client des collaborateurs. Ces deux dimensions, quand on les croise, qu'est-ce que ça nous permet d'identifier? Ça nous permet d'identifier que dans les entreprises à forte culture client, les collaborateurs sont eux-mêmes plus orientés clients. Alors, il peut y avoir un effet d'affinité, c'est-à-dire qu'en tant que collaborateur, quand je sais qu'en moi j'ai un intérêt pour ces sujets d'orientation client, je vais me rapprocher d'entreprises qui sont elles-mêmes très centrées clients. Et l'inverse est vrai aussi. Mais il y a aussi des effets de contagion culturelle, c'est-à-dire que le fait d'arriver dans une entreprise qui est très centrée client va contaminer l'état d'esprit, le mindset, les attitudes des collaborateurs, qui eux-mêmes vont devenir plus orientés clients. Et ça, c'est un point également important à identifier dans cette analyse. Voilà pour cette première partie qui montre que vous avez la main dans votre entreprise pour développer de la culture client, de développer de l'orientation client individuelle chez les collaborateurs, c'est tout à fait possible, et que ça n'est pas lié, vous n'avez pas d'excuses parce que ça n'est pas lié à un secteur, à un marché, à une taille d'entreprise, etc., etc. C'est lié à la volonté, si ça n'est pas génétique, de développer cette culture client. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir ce que mettent en place les entreprises quand elles souhaitent développer une forte culture client. Autrement dit, on a pris dans les 200 entreprises que je vous ai indiquées, les 10 meilleures. Autrement dit, les 10 entreprises dans lesquelles les collaborateurs ont le plus le sentiment d'être dans une entreprise qui cherche à satisfaire leurs clients. Et on a regardé comment les collaborateurs évaluaient un certain nombre de critères et est-ce que ces critères étaient très différents de la moyenne des entreprises autres. Et donc, vous voyez dans ce graphique-là, dans ce tableau, on a ici un certain nombre de caractéristiques et on les a croisées avec la moyenne de notre benchmark et on a mis sur la colonne de droite le top 10, les 10 entreprises les plus orientées clients qu'on ait dans notre benchmark. Alors, on peut dire beaucoup de choses sur ce tableau, mais je vais essayer de le synthétiser. On voit tout d'abord que la dimension de l'impulsion stratégique est fondamentale. Évidemment, si l'orientation client du top management n'est pas là,
si l'orientation client de l'entreprise corporate n'est pas là, c'est difficile d'être perçu comme une entreprise très orientée client par les collaborateurs. Et il y a également d'autres dimensions qui donnent des signaux aux équipes que l'entreprise est très centrée client. C'est par exemple la capacité de répondre vite à des clients, de répondre à des demandes explicites, de ne pas être dans une forme de cynisme commercial, mais de chercher à vendre en fonction du besoin du client. On sait aussi que si on a des process pour réagir au retour des clients, eh bien, cette dimension-là va contribuer fortement à l'idée que les collaborateurs ont ce sentiment d'être dans une entreprise centrée client. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est surtout cette première ligne-là, c'est l'orientation client des managers. Parce que ça veut dire que quand on a des managers de proximité qui sont eux-mêmes orientés clients, ou plus précisément qui sont perçus par leurs collaborateurs comme orientés clients, donc faisant de leur obsession quotidienne, la satisfaction client de leur obsession quotidienne, eh bien, on sait qu'on marque des points et qu'on diffuse l'idée que dans l'entreprise, on cherche à satisfaire les clients. Donc ça veut dire que c'est très lié au manager de proximité. Et ce n'est pas très surprenant pour nous quand on regarde cette analyse parce qu'on le voit dans les entreprises au quotidien. On voit bien que les managers de proximité ont un poids énorme dans leur capacité à inciter les équipes à satisfaire les clients ou au contraire à protéger leurs équipes de décisions qui ne seraient pas favorables aux clients, à servir de bouclier entre le siège et leurs équipes qui sont face aux clients. Je pense à des agences dans la banque, dans l'assurance ou dans le retail, dans le commerce ou des directions de production même, de centres d'appel, etc., etc. Le rôle des managers est fondamental pour inciter à développer de la satisfaction client ou au contraire à amener les équipes sur des sujets qui ne concernent pas la satisfaction client. Point extrêmement important, donc le rôle fondamental des managers de proximité dans la construction d'une identité d'entreprise très centrée client. Et là où c'est très intéressant, c'est que les perceptions des collaborateurs sont complètement alignées avec l'orientation client réelle des managers. Autrement dit, on ne peut pas faire illusion. Un manager ne peut pas dire « je crois à la satisfaction client » et au quotidien faire exactement le contraire. Les équipes le perçoivent. Et d'ailleurs, c'est tout à fait lié. Vous avez ici l'orientation client perçue des managers par les collaborateurs. Et ici, l'orientation, et en abscisse, l'orientation client du manager, l'orientation client réelle, telle qu'on l'a mesurée dans l'enquête. Et c'est extrêmement marquant parce que il n'y a pas de fumée sans feu. On pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire que si un manager est vraiment obsédé par la satisfaction client, alors ses équipes le perçoivent et l'identifient comme tel. Si fondamentalement ce n'est pas son sujet et chaque fois qu'il a un client au téléphone, il raccroche en disant « celui-là, il m'a encore… Voilà, les équipes le voient au quotidien. Ce n'est pas qu'une blague, c'est des petits indices donnés au quotidien qui construisent cette croyance qu'il est important de satisfaire les clients ou alors qu'en fait c'est secondaire. Et donc, c'est bien sur cette dimension-là qu'on peut démontrer que les collaborateurs se basent sur des indices réels d'orientation client de leur manager. Et si un manager est capable de minimiser une décision qui a été prise pour des raisons de rentabilité pure, qui va insatisfaire des clients, qu'il est capable de protéger ses équipes de ce genre de décision, de leur montrer que son obsession à lui, c'est de continuer à travailler la satisfaction des clients, alors les collaborateurs le percevront. Et donc les managers, en cela, ont un rôle fondamental dans la construction de cette culture client d'entreprise. Sur ce message important, je vous propose d'écouter Hervé Clément sur la culture client et comment les managers de Renault Retail Group travaillent ce sujet ou expriment cette dimension de la culture client. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, première chose, je vais me présenter rapidement. Je suis effectivement en charge du projet expérience client au sein de Renault Retail Group, mais j'ai aussi un lourd passé dans le retail et pas seulement des postes autour
du service client par exemple, mais aussi bien aux opérations qu'en RH. Et aujourd'hui, je suis aussi directeur de la communication d'une autre groupe. Renault Retail Group, pour vous dire, c'est une filiale à 100% du groupe Renault. Pour la faire plus simple, nous sommes les concessions Renault, Dacia, Alpine qui appartiennent au groupe Renault. Vous savez que ces activités sont également portées par des investisseurs privés, des groupes privés qui font exactement le même métier que nous, avec les mêmes boîtes, les mêmes produits à vendre, les mêmes organisations au sein des établissements. Et pourtant, on doit s'en démarquer et on doit être meilleur. Deuxième chose, je les ai laissés faire, mais de là à dire qu'on est les champions, il y a encore pas mal de boulot. En tous les cas, on a des scores qui ne sont pas mauvais, mais il y a vraiment plein de choses à faire et on a encore une énorme marge de progression et on est au début du chemin. Pourquoi cette ambition, cette vision? Et là, c'est vraiment l'impulsion stratégique qui parle. C'est que dans le cadre de la refonte du groupe Renault, vous n'êtes pas sans savoir, c'est un groupe qui a vécu des périodes assez difficiles il y a quelques années, qui est en train de remonter la pente. Et il y a eu un grand plan stratégique développé par le groupe qui s'appelait la Renolution, en plusieurs étapes, des étapes de reconstruction et de rénovation et de révolution. Aujourd'hui, le groupe Renault, de par ses marques, ses produits, opère une montée en gamme. Il a fallu qu'on accompagne cette montée en gamme à tous les niveaux. On l'a accompagné, on est en train de le faire encore, en investissant aussi dans l'expérience au sens large qu'on offre aux clients, c'est-à-dire aussi de par des infrastructures, les bâtiments, nos garages. C'est mieux accueillir le client dans des meilleures conditions, avec de nouvelles identités visuelles. On est en train de le faire aussi par nos outils. Voilà, on opère cette montée en gamme et à un moment, on s'est posé la question de se dire, en opérant cette montée en gamme, et si on veut être les meilleurs, entre guillemets, être meilleurs que nos concurrents, certes, mais aussi que ceux qui font le même métier que nous avec les mêmes marques, il faut aussi qu'on opère une montée en gamme de notre relation client. Donc, on a demandé, j'ai sollicité COS à ce moment-là, parce qu'on avait vraiment besoin d'avoir ce diagnostic, en fait. Cette vision-là, de se dire, OK, globalement, on est comme toutes les entreprises, on a plutôt on s'en sort pas trop mal sur les scores, sur le nombre d'étoiles de Google, etc. Mais bon, est-ce que c'est pas parce qu'on demande tellement aux clients de nous en mettre 5 que finalement on les a, ces 5, parce qu'ils sont sympas avec nous? Donc on avait besoin de faire cet état des lieux. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'effectivement, sur le score organisation, Gilles vous a bien fait la différence entre le score organisation et le score individuel des collaborateurs. Sur le score organisation, effectivement, en interne, on est plutôt jugé par nos collaborateurs comme une entreprise qui a vraiment la culture client chevillée au corps. Et puis, quand on regarde par contre les scores individuels, et ça, rares sont les outils qui peuvent vous permettre de le sonder, on est un peu moins bon quand même. Donc on a essayé de chercher, on a beaucoup cherché, beaucoup analysé, et finalement, alors on peut dire que c'est à la fois une réussite et à la fois quelque chose qu'il faut un petit peu inverser, c'est que on a ce score qui est plutôt bon, qui nous place plutôt dans le haut du panier, parce qu'on a poussé, on a dopé finalement de manière un petit peu artificielle cette culture client, notamment par de l'incitation financière, pour être très clair. Pas qu'au niveau individuel, mais aussi par des choses, je ne vais pas vous expliquer tous les mécanismes, mais par des choses qui se voient dans les comptes d'exploitation des affaires à la fin. Donc forcément, quand ça touche porte-monnaie, que ça soit individuel ou au niveau de l'organisation, ça a boosté cette culture client, entre guillemets, en tous les cas, d'aller rechercher, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, cette satisfaction client. Mais est-ce que nos collaborateurs avaient vraiment cette culture client chevillée au corps? C'est peut-être un peu moins vrai. Et c'est le travail qu'on commence à faire maintenant, par le biais d'un grand programme qui, bien sûr, au-delà de la partie stratégique, de la vision que ça offre, etc., c'est aussi vraiment une partie très forte en termes de formation, notamment, qu'on va mettre en place. Et attention, qui ne sont pas des formations qui apprennent à nos collaborateurs à dire bonjour au client et à lui dire au revoir quand il s'en va. On parle bien de formations qui vont agir sur les comportements, sur le mindset. C'est vraiment ça qu'on cherche à faire. Et c'est pas le plus simple. C'est pas le plus simple. Déjà, il faut trouver les bonnes entreprises, les bons organismes de formation qui vous aident à faire ça, parce que l'offre n'est pas forcément adaptée à ce qu'on cherche à faire. Donc, on veut agir sur les comportements. On veut qu'ils aient envie, en fait, de satisfaire le client, envie de faire plaisir au client, qu'ils aient le goût du client. En fait, c'est ça qu'on cherche à faire, qu'ils retrouvent le goût du client. Donc, dire qu'on est champion, on ne l'est pas encore. On a une ambition, c'est d'être meilleur que tous les autres, en tous les cas pour notre réseau Renault, d'être meilleur. C'est plutôt ce qu'on arrive à faire assez régulièrement, mais on constate aussi que ça se dégrade très vite. Donc voilà le travail de fond qu'on est en train de faire. Donc doper la culture client par des incitations, ça fonctionne d'une certaine manière, ça fonctionne. À force d'avoir ce discours, je dirais
très très fort, puissant, cette contrainte financière, etc. Finalement, les collaborateurs ressentent bien que le client, c'est important. Mais grâce à l'étude qu'on a fait avec Cosystem, ça nous permet de voir aussi que ce n'est pas la seule chose. Il faut aussi qu'on travaille sur nos collaborateurs. Et quand on dit collaborateurs, vous l'avez vu tout à l'heure, bien sûr, on commence par notre top management. Et on va travailler aussi, bien sûr, sur nos managers. Bien sûr que c'est important. Je n'ai pas dit la taille d'entreprise. On est 5000, on se concentre aujourd'hui sur la France, on est à peu près 3000. Voilà, on est répartis sur plusieurs régions, et donc avec des garages automobiles, parce que finalement, on sait ce qu'on fait. Nous sommes des garages automobiles qui vont comporter entre 50 et 250 personnes. Voilà. Et en plus, avec des métiers complètement différents. C'est-à-dire que là, quand vous avez une force de vente, il peut être possible de dupliquer un type de formation, etc. Nous, on se trouve confrontés avec des populations très différentes, des vendeurs. Alors, on va dire que le vendeur, naturellement, normalement, au moins quand il a fait un peu d'études ou au moins il est un peu orienté client. Voilà, hein, il y en a, mais pas que. Pas que, il est surtout orienté prime. Donc, il faut arriver à concilier les deux. Mais on a aussi des assistantes commerciales qui vont appeler le client pour régler tout un tas de détails. On a des personnes qui font la mise en main des véhicules. Et puis on a toute une population d'après-vente. Et là, c'est les moments moins sympathiques. C'est les moments où vous allez faire réparer ou entretenir votre voiture. Et généralement, la facture, vous la trouvez un peu chère. Ça, c'est assez naturel. Et ces personnes-là n'ont pas, pour le coup, un background, un passif de formation client, etc. Ils ont souvent un passé plutôt technique. Et il va falloir leur apporter ça. Et ils sont confrontés en plus à des situations clients assez compliquées. Donc voilà, je ne sais pas si je vais dans ton sens en disant qu'on n'est pas forcément les champions. En tout cas, nous, on ne se sent pas comme les champions. On se dit, OK, on a réussi une première étape qui est d'insuffler ce souffle de la culture client, d'en faire une priorité, de parler de satisfaction et aussi de parler de fidélisation, parce que souvent on s'arrête à la satisfaction. Vous savez, hein, un vendeur, ce qui l'intéresse, c'est finir son mois. Donc quand il a fini son nombre de voitures, c'est très bien que le client ne va pas en racheter une le mois d'après. Donc la fidélisation, c'est moins prégnant chez lui, quoi. Donc il va falloir aussi qu'on l'aide à réfléchir un peu comme ça. Mais encore une fois, c'est pas, on n'a pas l'insentiment d'être au bout du chemin, c'est plutôt... En tout cas, cette étude nous a permis vraiment de démarrer, d'être un point de départ, de passer un message fort, de mettre un peu les doigts dans la prise à tous nos top managers de la situation actuelle pour pouvoir engager une vraie démarche après, de construire notre expérience client, de la décider, de travailler dans ce sens-là, parce que l'étude, elle vous donne effectivement des éléments, mais elle ne vous dit pas demain ce que vous voulez être et ce que vous voulez faire passer comme message auprès de vos clients et de vos collaborateurs. Donc voilà, je ne sais pas si ça... En tout cas, ça donne la mesure du chantier qui reste à opérer pour pas mal d'entreprises. Et j'ai travaillé dans d'autres entreprises avant. Je pense que c'est un petit peu vrai partout, plus ou moins. Mais en tous les cas, ce travail-là ne doit jamais s'arrêter. Et on n'a pas nécessairement besoin d'experts en relations clients pour faire ce travail-là. Il suffit d'être client soi-même. Et très vite, on repère des choses où on se baladant dans son réseau, quand on a un réseau de points de vente ou avec sa force de vente, etc., pour vite déceler des perspectives d'amélioration assez rapidement. C'est souvent le meilleur moyen. Hervé, je continue juste pour dire que effectivement le cas de Renault Retail Group est intéressant dans la mesure où, tu le disais, l'entreprise n'est pas génétiquement orientée client. En revanche, il y a eu une volonté, elle continue d'être très forte, de développer cette culture client-là. Et le fait de travailler sur les managers en particulier est un très bon levier. On peut le démontrer en tout cas. Et donc, le sujet est très vaste en fait. Comment on aide les managers à développer ce travail sur la culture client pour eux-mêmes et pour leurs équipes, évidemment. Comment ils donnent l'exemple de cette recherche de la satisfaction client. Un exemple qui est très fort aussi chez vous, hein, c'est l'obsession ritualisée au quotidien du retour client. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'ont vécu les clients avec nous hier, et on en parle en équipe. C'est une bonne pratique très forte. Des exercices de mise en perspective client, d'inciter les collaborateurs à se mettre à la place du client, par exemple. Des activités de prise de conscience de son rôle, notamment quand on est dans des équipes back-office. Quel est mon rôle dans tout le circuit qui amène à la satisfaction client? Le fait de projeter les conséquences positives de ces actes, ça aide à penser client, etc., etc. Et il y en aurait beaucoup d'exemples et d'activités à porter. Nous, on les a recensés dans un parcours qui s'appelle Cost in Mind, qui est un parcours qui dure 5 semaines, tenez-vous bien,
avec 10 minutes d'activité par jour, un peu comme un coaching sportif, mais pour muscler son orientation client. Et l'idée, c'est d'aider les managers à développer cette compétence-là, ce réflexe client, de les aider à manager la culture client dans leur entreprise, dans leurs équipes, et de développer une forme d'orientation client spontanée qui soit plus forte. On touche au terme de cette conférence et on veut vous laisser un peu de temps pour des échanges questions-réponses. Mais retenez 3 choses, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme, on l'a vu. On peut développer sa culture client en tant qu'entreprise. Le rôle des managers de proximité est décisif dans l'engagement client des équipes. Et enfin, il existe des solutions pour aider les managers à développer leur exemplarité client. C'est le point ou les points sur lesquels on voulait insister aujourd'hui